reprendre cette expression journalistique sur le shadow banking, qui porte sur les pays émergents, les économies émergentes. Alors les économies émergentes ont donné lieu, je dirais, à un très grand nombre d'articles de presse, de commentaires, de travaux de recherche, de chercheurs en finance, en raison notamment de leur du taux de croissance, je vais le faire quick, merci, très spectaculaire, notamment dans le cas de la Chine, dans le cas de la Russie, dans le cas du Brésil, de leurs encours de shadow banking au cours des dernières années, en particulier depuis les crises successives qui sont parties en 2007-2008 avec la crise des fonds communs de créances. Alors, il se pose déjà une première question, une première interrogation, puisque nous commençons par un certain nombre de questionnements de nature académique sur le périmètre des économies émergentes. Alors, il y a eu effectivement une évolution dans les différents rapports qui ont été publiés par les grands organismes qui ont été cités par Antoinette tout à l'heure, notamment par le FSB et le FMI, et une évolution depuis 2011, puisque le FSB publie des rapports depuis 2011. On est parti d'une notion même avant 2011, de dragon, puis de tigre, puis de Next 11, au-delà du G7, puis de brique, une notion qui est due à Goldman Sachs, Neil. Et là, nous en sommes aujourd'hui à la notion, je pense, celle qui est reprise par la plupart des grands rapports officiels sur le shadow banking, d'emerging dozen, c'est-à-dire une douzaine d'économies émergentes qui posent problème, qui soulèvent des problématiques, d'ailleurs très différentes, c'est très disparate, en termes de finances parallèles. Alors dans cette emerging dozen, vous trouvez les 10 membres du G20. Cette notion de G20 est fondamentale. On trouve tous les membres du G20 dans les 26 juridictions citées tout à l'heure. C'est-à-dire, ça recouvre tous les BRICS. Dans les BRICS, avec 2 I et un S, c'est une notion moderne de BRIC qui est née au cours des années 90. Vous trouvez également l'Indonésie et l'Afrique du Sud. Mais on y ajoute un certain nombre de pays, comme l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Mexique et la Turquie, qui font partie du G20. Et on y a ajouté, dans ces rapports, 2 pays sur lesquels je reviendrai, qui posent également problème en termes de shadow banking, qui sont le Chili et Singapour. Et Singapour, il ne figurait pas tout à l'heure, c'est pour ça que je regardais attentivement, je disais qu'il ne figure pas dans la liste, mais qui est bien dans les 26 juridictions. Donc ça exclut la Corée du Sud, qui est un acteur important du shadow banking, qui est plutôt apparenté aux pays économies développées, ce qui semble légitime. On aurait pu également, d'ailleurs, y agréger la Chine, puisque la Chine, c'est tout de même le premier en termes de parité de l'achat, mais le deuxième PIB nominal mondial en 2015. Alors, quelques chiffres tout de même. Outre les notions de Broad et de Narrow évoquées par nos collègues, les 135 trillions en Broad et les 36 trillions en Narrow, il y a une notion intermédiaire qui figurait dans les rapports précédents du FSB, sur laquelle nous nous sommes basés dans l'ouvrage sur le shadow banking qui a été publié l'année dernière, qui est une notion de core broad. Core broad, ça recouvre tous les organismes non financiers, non bancaires, donc non créateurs de monnaie, non régulés par des référentiels prudentiels, le BAL 2, le BAL 3. Et donc si on base sur ce core broad, c'est la référence de cet ouvrage qui est publié en juin, donc on n'avait pas encore les données du rapport qui marque une avancée significative sur le plan statistique de novembre 2015. Les émergents, l'emerging dozen, représentent un encours de 8 trillions. 8 trillions, c'est à peu près un peu plus de 10% de l'ensemble, en termes d'encours, ce n'est pas considérable, de l'ensemble d'encours de shadow banking. Si on se réfère au core narrow, donc là où les encours présentent, les entités, les véhicules, les conduits présentent un risque systémique, c'est la définition du référentiel non-FI qui fait autorité maintenant, donc sur une base de 36 milliards au plan mondial, c'est 4 milliards 4. C'est 4 milliards 4 trillions, pardon, milliers de milliards de dollars, c'est 12%. 12%. Donc le chiffre, dans les deux cas, core, broad et narrow, on retrouve à peu près le même pourcentage, 10 à 12% de l'ensemble des actifs financiers de ces emerging dozen.
là, on est en présence d'un ensemble particulièrement disparate, dans tous les sens du terme, en termes de concepts, en termes de définition des véhicules, en termes de statistiques également. Il y a beaucoup de, on prononce le terme plusieurs fois, de sélection adverse. Il y a effectivement des appareillages statistiques qui sont peut-être parfois un petit peu incomplets, disons, qui font qu'il faut prendre ces chiffres quand même avec, pour certains pays seulement, avec certaines réserves. On est en présence d'un ensemble qui ne répond plus à la définition des économies émergentes, puisque dans l'économie émergente, il y a un potentiel de développement, il y a un taux de croissance souvent supérieur au taux de croissance des pays occidentaux. C'est plus le cas, puisque si on se réfère au taux de croissance prévu par le FMI pour 2016, on a des pays qui ont encore des taux de croissance nettement supérieurs à la croissance moyenne mondiale, qui est 3,9% prévu par le FMI, puisque l'Inde, c'est 8%. La Chine, quand même, malgré le soft landing chinois, on retrouve quand même un taux prévu de 6,3%, disons un minimum de 6%, mais certains pays sont en décroissance sévère du fait de l'implosion des prix des énergies, et donc toutes les puissances, grandes capacités énergétiques, comme la Russie, l'Arabie Saoudite, etc., sont en récession sévère jusqu'à -3 ou -4% de leur PIB. Alors, si on regarde, encore quelques chiffres très rapidement, on regarde au niveau des fondamentaux du Corbrod. On est dans le Corbrod, donc sur une base d'environ 75-80 trillions pour l'ensemble du monde, 8 trillions pour les émergents. Eh bien, on s'aperçoit que globalement, il y a une sous-bancarisation. C'est-à-dire que le rapport entre les actifs financiers et le PIB sont toujours inférieurs, assez nettement inférieurs. Pour le banking pur, qui inclut les institutions publiques, etc., donc une définition plus ou moins large selon les pays, on a un taux de 64% du PIB 2014 contre 223% en moyenne, donc dans l'ensemble des 26 juridictions. Donc une sous-bancarisation globale de tous ces pays. Je reviendrai sur certains pays ensuite. Là, c'est avec une distribution très large. Dans le cas de la Chine, c'est 324% du PIB, donc avec une surbancarisation à toutes sortes d'entités, d'ailleurs, des statuts très différents, très largement dominés par le banking public. Mais dans certains pays, ce n'est que 74%. En ce qui concerne les fonds de mutualisation, les fonds d'assurance, les fonds de pension, qui ont été exclus du core BROD, mais qui sont inclus dans le BROD au sens le plus large du terme, les 135 trillions, ça ne représente que 32%. C'est à peine la moitié du taux observé au niveau des 26 juridictions. Il y a également une sous-mutualisation des véhicules, des produits, de ces différents systèmes financiers. Et enfin, c'est je dirais, le chiffre qui nous intéresse le plus. L'encours du shadow banking de ces pays émergents ne représente que 25% du PIB de ces pays, contre 112% en moyenne pour les 26 juridictions. Donc actuellement, l'encours, au moins en termes purement statistiques, ne semblerait pas présenter de risque majeur, puisqu'il ne représente qu'une fraction assez faible de l'activité économique en moyenne de ces pays, mais avec un écart type extrêmement important, la Chine étant d'ailleurs toujours en tête dans ces statistiques. Alors, si on rentre maintenant dans le narrow, quelques chiffres également, tout en allant le plus vite possible, eh bien, on constate qu'en termes d'encours, il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes parmi les 12. Il y a un premier groupe, Chine, Brésil, Inde, dont les encours sont assez importants, avec la Chine qui domine très très largement. À fin 2014, selon le rapport FSB, de 2747 milliards de dollars sur 4400 milliards. Donc c'est plus de la moitié de l'ensemble des encours de shadow des émergents, suivi d'assez loin par le Brésil et par l'Inde. C'est le premier groupe, c'est celui qui soulève un certain nombre de questionnements de la part des experts dans le monde. Le deuxième groupe, avec des encours beaucoup plus réduits, le Mexique et l'Afrique du Sud, des encours compris entre, disons, 90 et 190 milliards, milliards. Et puis, les autres pays. Tous les autres pays présentent des encours assez limités et inférieurs, très largement inférieurs aux encours moyens des 26 juridictions. Si on raisonne en termes de variation, et c'est ça qui a suscité le plus d'interrogations, d'inquiétudes au niveau des organismes internationaux, on s'aperçoit qu'il y a des pays où il y a une variation
augmentation très importante des encours depuis 2010-2011, on peut même dire pratiquement depuis 2008, depuis la crise des subprimes. C'est le cas de la Chine, de la Russie et de l'Argentine, notamment de la Chine. Et là, il y a encore des articles aujourd'hui, je vais y revenir un mot dans un instant. La Chine, le taux de croissance de l'encours Shadow Narrow en 2014 était de 38%. 38%. Alors j'ai relu le chiffre 2 fois, mais je crois que c'est le bon chiffre. Donc c'est une donnée qui justifie cette intervention. Certes, les encours ne sont pas considérables, il y a un certain nombre de groupes pour lesquels il n'y a pas, semble-t-il, d'inquiétude, du moins à court terme, mais pour le cas chinois, sans aucun doute, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que ça présente un risque? Ils sont très introduits dans le global banking, donc ça peut poser un certain nombre de questions d'exposition au risque, à la fois pour, bien sûr, la finance chinoise, mais également pour la finance mondiale. Alors, on retrouve dans ce groupe à forte croissance d'encours shadow, au sens narrow, donc le plus dangereux en termes systémiques, c'est la Russie, c'est l'Argentine. On trouve également le Chili, c'est pour ça qu'il a été agrégé dans la base du FSB, le Chili, l'Afrique du Sud et l'Indonésie. Donc on comprend pourquoi la base du FSB a évolué et a agrégé un certain nombre de pays qui pourtant ne relèvent pas du G20, puisque le FSB avait été mandaté initialement en 2010 ou 2011, je crois, par le G20. Alors quels sont les facteurs de développement? On les retrouve aussi pour certains d'entre eux. Ils sont un peu différents malgré tout, au moins pour certains pays émergents. On les retrouve pour les pays à économie plus avancée, dont on parlera dans un instant. Alors, on parle de no banking aussi, hein. C'est un autre des nombreux synonymes, hein, finance parallèle, le no banking, le quasi-banking, on trouve aussi le quasi-banking. Non, je vais dire un mot dans un instant. Pour certains pays, c'est un substitut au banking. Donc il y a une banque conventionnelle, un réseau bancaire conventionnel qui est très clairement défaillant pour toutes sortes de raisons. Je ne vais pas développer ce point. C'est inégal d'un pays à l'autre. C'est le cas de la Russie, de l'Afrique du Sud, du Chili, hein, qui figurent en tête des pays défaillants en termes de réseau bancaire, d'activité purement bancaire conventionnelle. Mais pour la plupart des autres pays, notamment pour la Chine, l'Inde et l'Argentine, ce sont des compléments au banking. Une bonne corrélation entre le développement, la croissance du PIB, la croissance des crédits bancaires conventionnels, LDBA3, et la croissance des encours des autres institutions financières. C'est dans ces pays-là qu'on trouve les meilleures corrélations, et on y trouve bien sûr à nouveau la Chine. Alors, pourquoi cette complémentarité? Pourquoi ce soutien par le shadow banking de l'activité économique de ces pays? Parce que dans beaucoup de pays, presque la plupart, on retrouve encore la Chine et l'Inde, il y a une surréglementation bancaire. Cette surréglementation, elle résulte des recommandations et des réglementations prudentielles, notamment de BAL 3, mais également de réglementations nationales, voire locales, régionales, qui pèsent sur les banques, qui vont renforcer encore plus, surréglementer encore plus par rapport aux normes internationales. Il y a un sous-banking. Alors le sous-banking, il est mesuré dans le rapport de novembre 2015 par un taux de crédit au secteur privé inférieur à 50% du PIB. Il y a un certain nombre de pays pour lesquels il y a une sous-bancarisation du secteur privé. Nous parlons bien du secteur privé. Et dans certains pays, c'est le secteur public qui constitue le principal bénéficiaire des crédits du banking officiel. Là, on y trouve l'Argentine, l'Indonésie, le Mexique et à nouveau la Chine, sur lequel je reviens dans un instant. Dans certains pays, et ça c'est un point qui mérite d'être souligné, on ne le retrouve pas dans le dernier rapport de novembre 2015, mais dans les rapports précédents, il y a des spreads attractifs au niveau des différents produits offerts par les autres, par les offices, donc les autres organismes financiers non bancaires. Il y a un spread attractif du high yield entre certains produits du shadow banking et les taux créditeurs du banking, notamment en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud, en Turquie et en Chine. Bon, il faut retenir sur l'Arabie Saoudite, qui est actuellement en grande difficulté, il faut retenir cette notion avec, je dirais, beaucoup de précautions. Mais il y a eu également, c'est moins vrai depuis 2015, puisqu'on assiste à un effondrement de certaines bourses des pays émergents. Il y a également un spread attractif pour les investisseurs internationaux et les investisseurs locaux en ce qui concerne les
taux de rentabilité du shadow banking d'une part et des marchés financiers, actions et obligations d'autre part. Alors quelles sont les expositions au risque? Alors c'est là, il y a une grande différence entre l'approche du risque des économies développées d'une part et l'approche du risque au sens large des économies émergentes d'autre part. Vous ne le peut-être pas dans vos visuels qui ont un peu évolué depuis quelques jours. Il y a d'une part bien sûr le risque majeur, c'est le cœur de la définition d'Anfi, l'exposition au risque systémique. Et là, de très loin, il est mesuré notamment, je parle sous contrôle de mon collègue, certains ont beaucoup mis à ces notions, par l'interconnexion entre le shadow banking et le banking. Au niveau du funding, du passif, des offices, mais également au niveau du crédit, au niveau donc avec des risques de liquidité, maturité, liquidité au niveau des placements, du funding et maturité plutôt longue au niveau du lending. C'est la Russie qui a la plus grande exposition au risque systémique actuellement, avec un encours qui n'est pas le plus important de loin, mais qui est croissant. Le shadow banking étant encouragé par les autorités financières, on peut dire aussi politiques russes, pour éviter notamment les fuites de capitaux du fait de l'effondrement du taux de change du rouble auquel on assiste actuellement. C'est une des raisons. D'autres pays pour lesquels il y a une exposition au risque systémique qui est jugée significative, c'est l'Inde, l'Indonésie et la Turquie. On n'y trouve pas la Chine ayant une exposition, un recouvrement entre encours bancaire et non bancaire qui est inférieur à 10% d'après le dernier rapport du FSB. Mais il y a bien d'autres risques auxquels sont exposés les systèmes financiers au sens large, indépendamment de cette notion de contagion redoutée entre le secteur non bancaire et le secteur bancaire. Il y a des risques de crédit, des risques de marché, des risques de délinquance financière avérés. On le voit en Chine en ce moment, puisque plusieurs scandales ont éclaté récemment, dû notamment au développement d'un certain nombre de nouveaux conduits. Je ne parlerai pas du microcrédit qui est plutôt en stabilisation, voire en repli actuellement. Je parle du microcrédit au sens classique de la Grameen Bank, mais au niveau du crowdfunding, du lending crowdfunding, du peer-to-peer lending, où il y a également beaucoup de problèmes, du leasing qui s'est considérablement développé dans un certain nombre de pays comme la Chine et l'Inde, du fait évidemment de la progression du parc, notamment automobile, mais également électroménager, électroménager, etc. Au niveau également du factoring, du fait du développement des activités, de complexification des différents réseaux de fournisseurs, clients, B2B en Chine et aux Indes. Alors, quelles sont les stratégies des États face à ces différentes formes de développement, à ces risques multiples? Alors, elles sont, je dirais, elles relèvent un peu, et là ça n'engage que moi, cette observation, elle relève un peu du management paradoxal, cher à un théoricien qu'on cite de plus en plus rarement, qui est Brinson. Donc il y a une forme de communication paradoxale, un discours officiel d'une part, et des actions, des décisions d'autre part, qui ne répondent pas tout à fait, parfois toujours, aux promesses qui ont été formulées par les autorités locales, nationales ou locales. D'une part, il y a une volonté affichée, faisant partie du G20 pour 10 d'entre eux, pour les autres d'entrer dans le G20 peut-être, il y a une volonté affichée d'alignement sur les recommandations prudentielles, de Bâle 3 officielles, mais il y a également une participation réelle, par la Chine, l'Inde, aux réflexions sur le développement de recommandations, des mesures, du dispositif macro-prudentiel qui vise à essayer la régulation du shadow banking, d'éviter les externalités négatives d'une surréglementation du micro-prudentiel. C'est donc le discours officiel. Mais il y a parallèlement, dans le même temps, une volonté pour beaucoup de pays, et là je parle prudemment, on est là à l'émergence un nouveau courant de réflexion, de recherche sur ce sujet-là qui me paraît extrêmement porteur, de développement de clusters de shadow banking dans un certain nombre de pays, de clusters qui constitueraient des pôles d'excellence, des pôles d'attraction d'un certain nombre d'investisseurs, non seulement locaux bien sûr, mais également régionaux au sein de
sous-espaces, voire d'espaces économiques régionaux, mais et pourquoi pas aussi au niveau international. Ça dépend naturellement de la taille, de l'importance du cluster. Alors, bien sûr, pourquoi des clusters pour pallier les carences du sous-banking de ces pays, pour favoriser, là je développerai l'exemple chinois si on laisse rapidement le temps, les crédits aux PME qui ont été un peu délaissés, mais aussi un peu particuliers, qui s'efforcent par le développement du peer-to-peer et du crowdfunding de pallier les carences du réseau bancaire, mais également tout en couvrant certains risques. Les risques les plus redoutés par ces pays ne sont pas, je dirais, le bank run au niveau mondial, un risque de contagion mimétique de nature systémique au niveau mondial, mais plutôt au niveau local ou régional, comme cela se produit assez régulièrement dans un certain nombre de pays, notamment en Chine et aux Indes. C'est attirer pour certains pôles, vraiment les capitaux locaux et notamment et surtout internationaux, des ménages et des grands groupes financiers et industriels, notamment des ménages, high wealth, et lutter contre les concurrents. Tous sont unanimes, je dirais, Chine en tête, qui se montre un peu, je dirais, leader dans ce domaine, lutter contre la délinquance financière qui sévit vraiment dans certains pays. Alors sur ces notions de cluster, donc de nouvelles sources d'avantages concurrentiels qui naîtraient du shadow banking, c'est une notion intéressante qu'on ne trouve pas dans l'approche des économies émergentes, je ne crois pas, enfin, sauf si mon collègue dit différemment. Il y a eu un certain nombre de travaux qu'on ne retrouve pas dans le rapport du FSB de 2015 qui montre que c'est une notion qui mérite d'être avancée avec précaution. Alors c'est dû au fait qu'il y a eu un retournement de certaines économies émergentes au cours de l'année 2015 qui se poursuit en 2016. Donc est-ce que cette notion de cluster est toujours valable aujourd'hui? Pour certains pays, probablement. Donc il y a un certain nombre de domaines, en termes d'activité, en termes de véhicules, qui sont cités. Pour le potentiel de marché, du marché lui-même, ce serait le Mexique, l'Argentine, l'Indonésie. Je cite ces pays avec beaucoup de précautions. Pour tout ce qui touche les real estate, c'est l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique, la Russie. Pour tout ce qui touche le leasing, le crédit commercial au sens large, ce serait la Chine, bien sûr, l'Argentine. Dans les fonds de mutualisation, les fonds d'assurance et de pension, on trouve la Russie, ça, on retrouve toujours la Russie dans les travaux notamment universitaires, sur tous ces fonds, les fonds monétaires, le Brésil, la Chine, etc. Les fonds de couverture, je ne vais pas citer les pays, je pense que ça a dû évoluer. Je crois que le prochain rapport du FSB devrait, et puis un certain nombre de travaux qui sont en cours, devrait essayer de préciser un peu quelle est la nature, quels sont les fondements plutôt de ces sources d'avantages concurrentiels. Alors si on s'attarde un instant sur la Chine, et c'est le cas vraiment de loin le plus intéressant en termes d'encours, Cambridge d'une part, et Naro d'autre part. Naro c'est 2,7 trillions de dollars, c'est 29% du PIB. Alors, les véhicules sont extrêmement nombreux, extrêmement variés, avec des variantes par rapport aux véhicules dits conventionnels du shadow banking. On trouve beaucoup de fonds de gestion d'actifs de toute nature, notamment obligataires et monétaires. Beaucoup moins d'activités de type hedge fund, du fait que la Chine a été en 2008 un peu traumatisée par ce qu'on a appelé le CITIC case, c'est un conglomérat public, CITIC, qui, du fait d'opérations un peu risquées sur les fonds monétaires, a perdu 2 milliards de dollars, a été obligé d'être renfloué par l'État de 10 milliards. Donc il y a eu là, je dirais, une grande prévention contre un certain nombre d'opérations menées, y compris par des offices publics. Le CITIC, c'est un organisme public, qui n'a pas statut bancaire, qui est un organisme public. La stratégie des autorités financières, de la Banque centrale, du fonds de régulation chinois est assez claire. Le banking, pendant de très longues années, a été essentiellement dédié aux champions nationaux, c'est-à-dire aux grands groupes chinois, publics et privés, qui avaient de forts investissements pour soutenir leurs exportations d'une part, et pour investir
dans des groupes occidentaux. Hein, on citera Dongfeng bien sûr, et PSA, Lenovo, IBM, etc. Donc les crédits aux PME, quand on parle PME, là on parle TI plutôt chinoise, et aux ménages ont été, aux foyers domestiques, ont été très négligés. Mais malgré tout, il y a eu du banking, parfois à haut risque, auprès de ces catégories de clientèle. Donc les pouvoirs publics chinois ont encouragé les banques à créer indirectement des fonds de titrisation, des fonds communs de créances, avec des segmentations, des packaging qui étaient encore plus aléatoires que ceux des Américains dans le cas de la crise des subprimes. Donc il y a eu un certain nombre de faillites de ces trusts, ou ce fonds commun, ils appellent ça souvent des trusts, c'était pas la bonne définition, qui ont entraîné un certain nombre de faillites, notamment de China Credit Trust, qui a pesé plusieurs centaines de millions de dollars. Et je pense qu'il y a encore dans les tuyaux un grand nombre de créances incontrôlées qui risquent d'imploser dans les prochains mois ou prochaines années. Alors un autre problème réside dans le formidable développement, non pas trop du microcrédit au sens traditionnel, mais du lending, crowdfunding, un peu l'equity aussi d'ailleurs, crowdfunding, mais surtout le peer-to-peer, parce qu'il y a un très grand nombre de plateformes qui ont été mises en place. On parle de 3700 plateformes qui ont été rapidement créées par des capitaux privés et dont certaines pratiquent ont des comportements nettement opportunistes avec une sélection inverse. Et nous vivons actuellement le cas des UBAO. Les UBAO, c'est un vaste réseau qui a entraîné, qui a fait faillite du fait qu'il avait monté une chaîne de Ponzi. La faillite, quand même, entraîne une perte de 8 milliards de dollars pour ceux qui ont participé au montage de la plateforme. Les investisseurs dans ce vaste réseau. Donc il y a actuellement une volonté plus haut niveau des pouvoirs publics chinois d'essayer de limiter, d'encadrer le plus possible, sans l'interdire bien sûr, tout ce qui touche le peer-to-peer lending, et de limiter l'accès à Internet, la création de ce type de plateforme. Donc un grand nombre de problèmes, les problèmes je dirais, sont un peu de nature différente de ceux. Nous n'aurons pas ce type de problème, je pense, dans la plupart des pays occidentaux, face à l'explosion littérale du crowdfunding et du peer-to-peer. Donc des problèmes un peu différents, qui sont plus localisés, plus régionaux, mais qui sont, je dirais, quand même très préoccupants au niveau des autorités financières comme des autorités politiques. Si on regarde rapidement le cas de l'Inde, il est fondamentalement différent. Je suis très bref, très synthétique. Les encours sont beaucoup plus faibles, 4 à 6 fois plus faibles en termes broad comme en termes narrow. Les véhicules ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un très grand nombre de systèmes financiers indiens extrêmement complexes. Il y a beaucoup de statuts très différents, des différents organismes de crédit, dans le banking y compris, dans le low banking, mais également dans le banking. Il y aurait plus de 12 000, certaines sources, 18 000 non-banking financial corps. Donc c'est un nombre de trusts, de fonds, avec des statuts différents, qui pratiquent aussi pratiquent des prêts, du crédit gagés souvent sur l'or, avec des taux d'intérêt quasiment usuraires, on parle de 10%, voire de 20% par mois, auprès des foyers domestiques et des PME. Donc il y a aux Indes surtout un problème de quasi-banking, on parle de quasi-banking, notamment de développement formidable des différentes formes de crédit à la consommation, avec parfois des différentes formes de ce qu'on appelle le social business, avec parfois quelques faillites retentissantes. Dernièrement, la Notchwood FinCorp a fait faillite du fait de problèmes de liquidité, maturité. Alors, je ne vais pas développer d'autres pays, si vous me permettez, mais il y a des ensembles qui, quand même, sont assez homogènes. Russie, Arabie Saoudite, l'Argentine, qui est dans des situations de grandes difficultés de récession économique, et qui essayent de constituer des clusters pour essayer au moins garder l'épargne locale, sinon d'attirer, ça c'est plus dur actuellement,
d'attirer, au moins régionalement pour l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, des capitaux privés étrangers. Je pense que là, il y aurait une segmentation intéressante à opérer qui n'est pas encore dans aucun des rapports en termes d'emerging dozen shadow banking. Une synthèse très brève, ça nous prendra 40 secondes. Il y a un certain nombre de contingences. C'est un ensemble très hétérogène, à risque, plus régional qu'international, sauf dans le cas de la Chine quand même, on ne sait pas que le dérapage peut se produire. L'emerging shadow banking, il dépend bien sûr des natures des besoins d'économie locale, qui sont fondamentalement différents entre la Chine et l'Inde d'un côté, 1,3 milliard de personnes dans ce cas-là, et par exemple Singapour ou l'Arabie saoudite d'autre part. Ça dépend de leur structure des systèmes financiers, qui incluent le banking, les fonds de mutualisation et les autres entités financières, non bancaires. Et on voit que les structures sont quand même assez différentes. Enfin, elles sont tout de même relativement homothétiques de la structure même de l'économie, des économies locales. Ça dépend aussi, j'en ai peu parlé faute de temps, des cultures financières locales. La culture financière asiatique est assez fondamentalement différente de la culture occidentale, avec des rapports à l'argent et des rapports au risque. On l'avait vu, j'avais écrit un livre il y a une quinzaine d'années, 97-98, sur la Corée du Sud. J'avais constaté qu'il y avait un rapport au risque avec des leviers formidables pour le financement d'investissements des chaebols coréens, ou bien au-delà, auxquels d'ailleurs partie prenaient part les banques occidentales, les grandes banques occidentales, qui sont encore très impliquées dans certains de ces pays d'ailleurs. Donc il y a des cultures financières qui sont assez différentes, et bien sûr la conjoncture pèse aussi. Et je crois que cette disparité des émergents transparaissent d'autant plus depuis 2015 qu'il y a maintenant des émergents au potentiel de croissance et des émergents à haut potentiel de décroissance. Les stratégies des autorités locales sont assez simples. On va relève un certain management paradoxal, un alignement officiel sur les recommandations et les recommandations internationales, et un développement, hélas, là on est dans l'émergence du shadow banking émergent, lorsqu'il concerne les études, de clusters qui vont essayer de développer certaines sources d'avantages concurrentiels par le shadow banking de ces économies émergentes. Voilà ce que je veux dire en vous priant d'excuser, j'ai passé un peu mon temps de parole.